Mesdames, Messieurs, bienvenue à Mosaïque. Pour cette édition, nous sommes dans les studios d'un grand nom de la scène musicale camerounaise. Il nous a fait rêver, il a fait rêver des générations de mélomanes camerounais. Il a commencé sa carrière ici, ensuite il est allé s'installer aux États-Unis. Au bout d'un certain temps, il a décidé de revenir au Cameroun. Aujourd'hui, il est à la tête d'un grand groupe qui emploie des milliers de Camerounais avec qui il partage sa passion pour la musique, sa passion pour la culture. Il a également une autre casquette qu'on va découvrir au cours de cette émission. Il est ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour la population et il s'intéresse à toutes les questions qui touchent à la jeunesse et aux femmes. Nous sommes au quartier Bonamoussadi et pour ce numéro de Mosaïque, nous sommes allés à la rencontre de Prince Ndedi et Yango. Nous sommes donc en compagnie de Prince Ndedi Yango qui nous reçoit dans ses studios à Douala, au quartier Bonamoussadi. Prince Ndedi Yango, merci à vous de recevoir l'équipe de Mosaïque de la CRTV. Merci Christian, le plaisir le mien. Alors vous êtes plutôt bien installé, je veux dire que pour un studio plutôt bien installé. Ouais, on a pris le temps pour le faire. Et puis il n'y a pas que le studio, tout le groupe Yango est ici. Donc c'était normal qu'on ait un endroit un peu plus spacieux qui nous permet de passer des jours sans s'ennuyer. Est-ce que cela traduit votre état d'esprit actuel? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes un homme serein, un homme totalement bien posé, avec les deux pieds sur terre? Disons que la vie en général pour moi c'est un combat et je continue à travailler très dur comme je l'ai toujours fait par le passé. J'ai resté serein, lucide parce que ça me permet de bien agencer mes projets et aussi gérer tout ce que j'ai à gérer. Mais je ne dirais pas que j'ai les deux pieds sur terre, je ne le dirais pas. On continue à se battre, on dit Dieu merci pour ce qu'on a eu jusqu'à présent et on en demande davantage et qui nous donne la santé. Alors Prince Ndedi Yango, ça fait un peu plus de 30 ans au service de la musique camerounaise. Vos débuts qui n'ont pas du tout été faciles. En préparant cette émission, j'ai lu que la famille n'était pas toujours d'accord à ce que vous fassiez la musique. Ça a souvent été un combat permanent. De Ngalmois à Douala, en passant peut-être par l'Europe et les États-Unis, on va dire, quel chemin? Alors s'il fallait jeter un regard sur ce parcours-là. Disons que déjà, mon parcours a été très dur du fait déjà que j'ai perdu mon père quand j'avais à l'âge de 10 ans. Et vivant dans un village comme Galmois, la famille, c'est une famille modeste, donc ce n'était pas facile. Maintenant, quand je décide de faire la musique, en tant que fils de pasteur, je sais que jusqu'à présent, ce n'est pas chaque parent au Cameroun qui souhaiterait que son enfant devienne artiste parce que c'est un métier qui est généralement considéré comme un métier tabou. Donc, la famille n'avait jamais supporté ça, c'est vrai, mais le problème n'était pas au niveau de la famille seulement. Je pense que la musique en général, c'est quelque chose de difficile, c'est un milieu très compliqué, très complexe. Et à l'époque aussi, il faut avouer que ça ne s'est passé pas en Konsamba. Ce n'est pas dans ma ville natale comme Konsamba ou Ngalmois qu'on pouvait faire la musique. Donc c'était très très difficile pour aborder cette carrière qui restait une carrière de rêve. Alors, sur le chemin, vous allez quand même faire de belles rencontres. Ça ne va pas être facile, mais vous allez quand même rencontrer des gens qui vont vous donner la force et le courage de pouvoir continuer. On parle de Coty François. Quand j'arrive à Douala, je me suis formé comme guitariste. C'est comme ça que j'approche le grand frère Coty, parce que je suis parti voir les Black Steel qui se produisaient au Mermoz et j'ai abordé Coty. Je lui ai dit, écoute, je suis un jeune qui vient d'Inkonsamba, je suis venu voir un frère ici qui ne m'a pas accueilli, mais je viens vers toi si tu peux me donner un coup de main. Parce que Émile Kangeki est de Ndungue, nous sommes dans la même région,
Je venais de voir, mais ça n'a pas été positif. Donc, je me suis rabattu vers Ngoti, qui m'a ouvert les portes de Mermoz et donc, qui m'a également invité chez lui. Et j'étais devenu son garçon de maison. Et je venais puiser de l'eau, payer les beignets, et puis jouer à la guitare, quoi. Et donc, c'était une très belle expérience. Et puis, de temps en temps, je faisais aussi ces maquettes. Parce qu'à l'époque, j'ai fait la maquette de Retraite en Bamba de Ngoti François. C'est moi qui... Je faisais beaucoup de maquettes que les artistes amenaient en France. Mais à quel moment votre carrière prend son envol? Oui, c'est dans les années... C'est en 85. Parce que, bon, j'accompagnais tous ces artistes, mais je n'avais pas de producteur. Et quand je fais mon premier 43 tours, mon 45 tours qui n'a pas marché, je suis resté encore dans la rue. Donc, j'accompagnais les artistes, j'ai continué à jouer avec les autres. Et je décide donc de partir du Cameroun en 85 pour chercher un producteur, à la rencontre d'un producteur en France. Oui, soit trouver un producteur ou encore rentrer à l'école de musique. En fait, c'était un peu... je voyais un peu Toto Guillaume, quoi. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré quand j'étais tout jeune. Donc, il faisait déjà l'école de musique, il était le musicien de studio, guitariste comme moi. C'est un peu ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, je vais en France. Et si j'arrive là-bas, je vais faire l'école de musique, soit je vais trouver un producteur, ou encore je vais rester un musicien, guitariste de studio, puisque tout le monde souhaitait être accompagné par moi. Donc c'était un peu ça. On nous saurait parler de l'histoire de la musique camerounaise à partir des années 80, sans citer des noms tels que Prince Dédé Yango. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours avec du recul? Oui, je suis très content, je suis satisfait. C'est vrai que, vous savez, Eric Christian, un enfant, c'est le rêve. Il faut toujours rêver. Et puis, à chaque fois qu'on arrive à un niveau, on a envie d'aller plus loin. Oui, mais mon parcours jusqu'à présent, je suis très fier. Et, lorsque je vois tout ce que j'ai pu faire pour ma famille, ce que j'ai pu faire pour des gens que j'ai produits, lorsque je vois tout ce monde que j'aide et que j'emploie, je me dis c'est un parcours positif. Et même aujourd'hui, lorsque à chaque fois on a besoin de moi pour une décision dans mon village ou encore dans ma région, je dis, j'ai quand même parmi les personnalités ressources. Et puis, lorsqu'on parle de vous aussi, on peut ne pas faire allusion aux tests aux paroles, oui. qui sont quand même, qui vous positionnent comme des avocats défenseurs des causes. Ouais, pour revenir à cela d'ailleurs, voilà, c'est dit que j'accompagnais des gens qui, généralement, la majorité chantait en Douala. En Douala, et n'étant pas Douala moi-même, c'est à Douala que je commence à apprendre à causer Douala. Je me suis dit, il fallait que j'apporte quelque chose pour me démarquer. Parce que, qu'est-ce que je veux faire qui va dépasser ce que fait un Kemayou, un Toto Guillaume, un Mekambi Briand, tous ces gars. Donc, il fallait trouver quelque chose de particulier pour me démarquer. Je me suis dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Et le Cameroun n'a pas une langue nationale. Il faut que j'apprenne, que je me batte pour me faire comprendre. Donc, il fallait utiliser le français. Le français dans le Makossa, à l'époque, ça ne coulait pas facilement. C'était très compliqué. Ouais, donc, j'ai passé près de 2 ans, 3 ans, rien que sur ça, commencer à composer en français pour que tous les Camerounais puissent comprendre ce que j'ai dit. Donc, à partir de là, c'était quand même un pas fort, ouais, chanter en français et avoir des textes qui étaient poignants. Donc, qui s'inspiraient des histoires du quotidien. Et de deux, je me suis dit, bon, beaucoup ne bougeaient pas sur scène, il fallait que j'ajoute des chorégraphies. Le Soul Botingo, voilà. Donc, tout ça, il fallait trouver quelque chose de particulier pour me démarquer. Et je dois aussi l'avouer qu'avant de sortir même mon premier album, j'avais près de 120 chansons. Je faisais près de 6 chansons par jour. Ouais. Alors, on a la chance d'être dans votre studio à Bonamou Sadji et d'avoir une guitare juste à côté. Ouais. Avant peut-être de poursuivre cet entretien, une chanson de votre choix pour le plaisir de nos chers téléspectateurs. Isas naso wana emeno bwepo ni memle Isas naso une punge mbwepo ni monle Isas ome oh awe man
meno bwepo na sodiani isanzome oh hawe mwanya meno bwepo na sodiani isanzome isanzome mini bapo jeje soda uani mio mini bapo de jeje soda uani pungu isodingani jeje soda uani mio inisodingani jeje soda uani pungu isa. Mais à un moment, vous décidez de partir pour les États-Unis. Est-ce que c'était une envie de vivre, vous aussi, ce fameux American Dream? Pourquoi vous êtes parti du Cameroun plusieurs années pour les États-Unis? À un moment donné, j'ai senti que j'étais un peu limité. Il fallait apprendre autre chose. D'ailleurs, je me rappelle qu'en 1993, j'étais en tournée au Kenya, en Zambie et en Tanzanie. Et c'était la première fois que je faisais des tournées en Afrique anglophone. Parce que le reste, c'était le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Bénin, c'était le français. Donc j'arrive dans des pays, les gens m'apprécient, j'ai une conférence de presse, je ne peux pas m'exprimer. Donc j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Et ayant déjà le succès, j'étais toujours en tournée. Je me suis dit, même pour faire une formation pour causer anglais, je n'aurai jamais le temps. Il est important, c'est le moment d'aller aux États-Unis, pas seulement pour apprendre à causer anglais, mais vivre le rêve américain, rester dans le pays de Michael Jackson et apprendre la musique. Quels sont les moments forts, des images fortes, des leçons fortes apprises de votre séjour aux États-Unis? Oui, déjà que l'Amérique, c'est la discipline. C'est d'abord la discipline, rien que la discipline. Et à partir de cet instant, lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut pas vivre aux États-Unis. Donc il y a déjà cela. Et puis le fait de vivre dans ce pays où on voit le show business en permanence, on le vit au quotidien, ça m'a permis de voir la vie autrement et le show business même autrement. Et aussi, ça m'a permis d'aller à l'école, de faire 2 ans d'école pour apprendre la musique, pas seulement la musique, mais la technologie musicale, ce que je fais aujourd'hui, ingénieur de son et tout ce que je fais, les programmations. Donc j'ai beaucoup appris et c'est un autre milieu qui, aujourd'hui, je dirais, l'Amérique, c'est quand même un pays je sais pas moi, d'inspiration pour moi. Et ce qui est extraordinaire aussi avec vous, lorsqu'on s'intéresse à votre parcours, c'est que vous avez un sens du partage. Vous avez, à un certain moment de votre vie, décidé de donner ce que les anciens vous ont donné. Vous avez découvert des talents, vous avez accompagné des talents aussi. On va parler de Jackie Kingay. On sait que vous avez travaillé avec Longuet également, Rosie Bush. Vous avez monté Préa Musique, aujourd'hui le groupe Eyango. Alors tout cela, est-ce que ça obéissait à ce souci de pouvoir aussi restituer tout ce que les aînés vous ont donné? Je dirais même pas ce que les aînés m'ont donné. Non, je dirais pas ça parce que j'ai connu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Moi, ce que je sais, c'est que chaque personne que j'ai accompagnée en tant que musicien savait ce qu'il avait en retour. Et on savait ce que je pouvais donner. En dehors de Coty, François, comme je le dis si bien, qui a essayé de me trouver un producteur, ça n'a pas marché. Et je reconnais qu'il a fait ses efforts, mais personne ne m'a tendu la main pour me montrer un chemin parce que j'avais déjà des chansons que les gens connaissaient. Ils savaient que j'étais un très bon auteur-compositeur. Je ne devais plus me battre à aller chercher un producteur en Europe alors que j'accompagnais tous ces artistes qui étaient populaires. Et tout ce que je me dis, c'est de donner à ces jeunes ce que moi je n'ai pas contre reçu, parce que je sais qu'il y a des talents qui sont là, mais personne ne croit en eux. Donc pour moi, je suis quelqu'un qui a un sens clair d'un bon musicien, d'un bon auteur-compositeur. Et si j'ai des petits moyens, je peux donner une lumière à ces jeunes pour qu'ils ne passent pas, pour qu'ils n'aient pas de difficultés que moi j'ai eu à avoir dans ma vie. Au départ, oui, c'était pas facile. Ouais. Et tout cela ne vous empêche pas, vous, de continuer à exercer ce que vous aimez le mieux au monde. Ouais. Vous avez des albums qui sont sortis après. Ce qui m'a, moi, toujours impressionné dans tout cela, c'est qu'il y a des artistes de votre génération, de la génération d'avant, qui ont essayé de faire des comebacks, mais des comebacks totalement loupés. Ouais. Je ne citerai pas des noms, mais comment vous arrivez
à revenir et à accrocher toujours le public. Je veux dire qu'il y a des gens qui aiment ce que vous faites aujourd'hui, mais qui ne vous ont pas connu il y a 30 ans. Ça, c'est clair. Je veux dire, comment ça, vous expliquez ce succès? Oui, parce qu'il y a des... C'est vrai. Est-ce que c'est dû à un style? Est-ce que c'est le travail. C'est le travail. Et je me dis, dans tout métier, il faut se recycler. Il faut travailler en permanence. Il faut faire avec le temps. Il faut comprendre le présent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester et dormir sur ses oreilles pour dire qu'on a réussi. Moi, je ne le fais jamais. Donc, je passe le temps à travailler, à écouter, à observer, à apprendre. Et rien que ça me permet de me ressourcer, de me recycler et tout ça. Et vous entourez beaucoup de jeunes aussi. Oui, je suis toujours avec des jeunes. Les avis des uns et des autres comptent dans ma vie. Mon entourage est là. Les points de vue des uns et des autres. J'écoute tout genre de musique, même si forcément je ne suis pas fan d'une musique. Lorsqu'une musique marche, je me dis, je veux savoir pourquoi ça marche. Je peux écouter ça en passant, par curiosité. Donc, je suis ouvert. Et puis, peut-être que tous ces éléments peuvent faire ma particularité. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe, le groupe Yango. On est parti de Priya. Apparemment, Priya n'a pas super bien marché, ou alors c'est une mutation. Aujourd'hui, les ambitions sont beaucoup plus grandes que Priya. Priya est toujours là. Ça fait partie du groupe. Alors, parlez-nous de ce groupe, justement. Dans le groupe Yango, c'est-à-dire qu'il y a Priya Musique. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont à l'intérieur que nous allons découvrir en 2013, que je n'ose pas mentionné ici, j'aime toujours faire des surprises. Donc il y a beaucoup d'autres activités, le social qui est toujours dans le groupe Yango aussi, ce que nous faisons avec les Nations Unies et tout. Donc on en parlera tout à l'heure. Et il y a d'autres activités comme le marché public. Ndedi et Yango, on peut dire que c'est un retour plutôt réussi pour vous parce que on parlait tout à l'heure des difficultés que vous avez eues au début de votre carrière. On va dire que la vie devient juste pour vous parce que ça n'a pas toujours été facile. Mais il y a beaucoup d'artistes de votre génération, de la génération d'avant, installés en Europe, en Amérique, qui n'a pas ce courage de revenir au Cameroun parce qu'entre guillemets, le Cameroun serait un risque, serait vraiment... Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui peut-être nous regardent aujourd'hui et qui peuvent rêver d'un retour au pays natal à travers votre parcours? Déjà, il y a plein d'artistes qui sont partis, Ndedi Dibango, ils sont nombreux, des Pierre Didi Tchakounté, qui ne sont même plus revenus au pays. Alors, vous revenez et les choses semblent plutôt bien marcher. Est-ce que le Cameroun, c'est... Disons qu'en dehors même des artistes, depuis que je suis là, ça fait 3 ans, j'ai réussi à faire revenir près de 15 Camerounais, qui sont mes amis, qui avaient déjà réussi aux États-Unis, mais je l'ai dit toujours, le Cameroun a besoin de nous, c'est nous qui devons changer le Cameroun, devons travailler pour le Cameroun. On ne peut pas rester là, se plaindre, alors qu'on doit tous être là sur le terrain pour apporter ce que nous avons appris. Et je dis c'est dommage parce que certains de mes collègues n'ont pas de travail, n'ont même rien à faire là-bas. Encore, il faudrait bien le signaler ici, c'est-à-dire que si tu vas, c'est pour apprendre. Ces pays nous permettent d'apprendre. Il y a tout, il y a des écoles, il y a et tout. Mais quand on reste là-bas, on n'a rien à faire. Et puis, on enregistre le disque, on revient, certains reviennent ici faire la promo, répartir, jouer dans des boîtes de nuit. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est du gâchis. Je dis tout simplement que ces pays n'ont pas besoin de nous. Et c'est la phrase que j'utilise toujours. L'Amérique n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai besoin de l'Amérique parce que j'ai des choses à prendre de l'Amérique. L'Amérique ne peut rien prendre de moi parce que l'Amérique est déjà construite. Par contre, c'est que je sais que le Cameroun a besoin de moi. Je peux apporter ma modeste contribution et c'est ce que je fais jusqu'à présent. Donc, je dis, chaque enfant, chaque Camerounais, même en tournée, je le dis toujours, il faut revenir au Cameroun. Donc, si quelqu'un n'est pas là, peut-être c'est parce qu'il ne peut pas. Et ceux qui ont peur, je leur dis toujours de revenir. Pourquoi on doit avoir peur de son village? Pourquoi on doit avoir peur de son pays? Ouais, même si les choses ne vont pas comme on le souhaite, le Cameroun, il faut l'avouer, il y a beaucoup de difficultés. Je viens avec un esprit ouvert et un moral fort. Donc, quelles que soient les difficultés que je rencontre, je les positive et puis je les minimise. Je dis non, je ne peux pas me décourager, c'est mon pays, j'y dois rester. Voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes aujourd'hui un des ambassadeurs de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIAP. Ouais. Comment est-ce que vous en arrivez là? Oui, disons que j'ai été contacté par le représentant du Fonds des Nations Unies ici, M. Alain Sinabelair, qui a dit que le choix était porté sur moi parce qu'il cherchait un artiste camerounais et local qui
qui fait déjà dans le social et qui a une image qui cadrait avec les objectifs. Et c'est comme ça que j'ai été contacté en 2010. Alors, c'est quoi votre bilan d'ambassadeur? J'ai accepté cela parce que je pense et j'ai toujours pensé que je pouvais apporter ma contribution. Et nous avons fait des projets, par exemple à l'extrême nord, où on a fait des propositions d'opération de ces femmes qui ont été opérées et qui souffraient de grossesse précoce. Parce que quand on voit une fille de 14 ans qui commence à accoucher, qui fait près de 6 enfants ou 7 enfants et qui après perd les urines et tout ça. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème à l'extrême nord et nous avons fait ça. Nous sommes avec les Nations Unies, on a réussi à opérer près de 400 filles, 400 femmes, ouais, et on était là. Donc on a fait ce genre de projet, on a fait des projets des enfants abandonnés, des enfants qui souffraient de l'exploitation des enfants, et d'ailleurs avec le SOS aussi. Donc il y a des projets comme ça qu'on fait. D'ailleurs on a fait un autre projet pour les femmes enceintes. Ouais, donc, ça m'a amené même d'ailleurs à faire une chanson là-dessus, et pour sensibiliser les femmes, les envoyer, les amener à aller dans des hôpitaux quand on est enceinte, parce qu'il y a des endroits reculés. Vous savez, Eric Christian, dans des grandes villes, des grandes métropoles comme Douala et Yaoundé, ce n'est pas la même vie que nous vivons que les gens qui sont dans les zones. Le problème ne se pose pas de la même manière. Exactement. Donc vous voyez, il y a des femmes dans des villages qui n'ont pas de dispensaires à côté. Et nous faisons tout cela pour les sensibiliser, encourager leur entourage, de les amener dans les dispensaires, les centres de santé les plus proches quand une femme est enceinte. Dans le Mungo, vous êtes une personnalité. On n'hésite pas à faire appel à vous quand il y a des problèmes qui se posent. Il n'y a pas longtemps, vous avez monté un projet, le projet Ebomba, qui était un projet fédérateur, qui devait regrouper les fils et filles du Mungo. Où est-ce qu'on en est avec Ebomba aujourd'hui? Ebomba, disons que nous avons sauté une année qui était l'année dernière. Et là, nous sommes en préparation pour l'année 2013, pour apporter un nouveau souffle. Et puis, les 2 éditions m'ont permis de faire le bilan de comprendre maintenant les problèmes que nous vivons. Et maintenant, on va prendre un autre départ. Et Ebomba va toujours... C'était quoi le concept, en fait, Ebomba? Ebomba, en fait, pour moi, c'était au départ un moyen fédérateur. Parce qu'à travers la culture, on oublie tous les problèmes que les gens ont. Et je me suis dit, le Mungo, qui est mon Mungo natal, qui est un peu complexe avec cette diversité culturelle que nous avons là-bas. Donc il faut un socle qui permet à ce que les gens se retrouvent pour ne pas parler politique, pour ne pas parler tribu, mais où les gens se retrouvent pour parler de la culture en général, de cette diversité, de ces richesses que nous avons sur nous. Lorsqu'on écoute vos chansons, surtout les dernières, il y a des noms qui à chaque fois reviennent. On est quand même tenté de se poser la question. Peut-être que c'est cela qui aurait amené ces personnes à se dire, ah oui, peut-être qu'ils visent un poste de maire, et René Sadi, Okwale Abilai. C'est-à-dire quels sont vos rapports avec ces personnes? Un artiste en général, on n'a pas un autre moyen pour dire merci à certaines personnes que de reconnaître leur amitié et les sympathies, ce qu'ils peuvent apporter dans la vie de quelqu'un. C'est des amis, il y a des amis qu'on connaît. Écoutez, moi, ça fait longtemps que je chante aujourd'hui. Il faut remarquer que c'est notre génération qui occupe quand même des postes importants. Il y a beaucoup des amis qu'on a connus depuis très très longtemps, qui sont des personnalités aujourd'hui, des autorités dans ce pays. Et on a nos rapports. Et la seule façon, parfois, où on peut dire merci à un ami ou à une connaissance, c'est de citer son nom. Vous n'avez pas pris une ride aussi physiquement. Je veux dire que vous êtes resté toujours le beau gosse qui fait rêver, pleine de femmes, aussi bien au Cameroun qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a une petite recette, Prince Ndédié Yango? Vous êtes toujours aussi frais. Je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de particulier qui reste un secret. Non, je pas. C'est la nature qui a été généreuse avec vous. Oui, qui a été généreuse avec. Et je dis toujours merci au bon Dieu pour m'avoir rajeuni, pour m'avoir donné cette vie. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, à part l'album? À part l'album, il y a beaucoup de projets, je n'ose pas en parler maintenant. Tout ce que je peux demander à ceux qui nous suivent, c'est d'écouter le dernier album, Appelle-moi. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur et il y a le choix. Donc, et quelle image, vraiment pour terminer, vous souhaitez qu'on garde de vous quand vous ne serez plus là, Prince Ndédié? Ça c'est une belle question. L'image que j'ai déjà, c'est-à-dire que l'image de quelqu'un
de paix, qui vit en paix avec tout le monde, qui pense aux autres, qui se soucie des démunis et qui a toujours pensé donner la main aux autres. Et c'est cette image que j'ai toujours envie de laisser. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Mosaïque. Nous remercions le prince Ndedi et Yango pour sa disponibilité à répondre à nos questions. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse qui s'affiche en ce moment au bas du petit écran, crtvmosaïque@yahoo.fr. Au nom de toute la grande équipe, je vous souhaite de passer de bons moments sur la CRTV et rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt.